Et si on était en train d'assister en direct, aux dernières heures, avant un embrasement majeur au Moyen-Orient? Ce week-end, une déclaration a tout changé. Donald Trump ne parle plus seulement de pression diplomatique, il parle de destruction totale de l'Iran. Dans le même temps, le détroit d'Ormuz est bloqué, les négociations sont au point mort et une nouvelle délégation américaine est envoyée au Pakistan. Ce n'est plus une simple crise, c'est une montée aux extrêmes. Concrètement, tout s'est accéléré en l'espace de quelques jours, et chaque événement a fait monter la pression d'un cran supplémentaire. D'abord, il y a ce geste fort de l'Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz annoncée et mise en œuvre samedi. Ce n'est pas un simple point sur une carte, c'est un verrou stratégique mondial. Près d'un tiers du pétrole transporté par voie maritime passe par là. Autrement dit, quand Ormuz se bloque, ce n'est pas seulement une crise régionale. C'est une onde de choc qui touche directement l'économie mondiale. Très vite, les conséquences se font sentir. Des navires sont refoulés, immobilisés, contraints de faire demi-tour. Les compagnies maritimes hésitent, les assurances s'affolent et les marchés commencent à réagir. Mais ce n'est qu'une partie du problème. En parallèle, le dossier nucléaire iranien est dans une impasse totale. Les discussions engagées ces dernières semaines n'ont rien donné. L'Iran maintient sa position sur l'enrichissement de l'uranium, refusant de céder sur ce qu'il considère comme un droit souverain. Face à cela, les États-Unis estiment que le temps joue contre eux. Et c'est là que le ton change radicalement. Donald Trump ne se contente plus de dénoncer ou de sanctionner. Il hausse le niveau de menace à un degré rarement atteint. Il parle ouvertement de frapper les infrastructures iraniennes en cas d'échec des négociations. Et attention, ce n'est pas une formule vague. Il évoque des cibles précises, centrales électriques, ponts, réseaux stratégiques, tout ce qui permet à un pays de fonctionner au quotidien. C'est un message extrêmement clair. Il ne s'agit plus seulement d'affaiblir l'Iran, mais potentiellement de paralyser tout le pays. Dans le même temps, Washington annonce l'envoi d'une nouvelle délégation diplomatique dès lundi, direction le Pakistan. Et c'est là que la situation devient presque paradoxale. D'un côté, on parle de dialogue, de négociation, de tentative de désescalade. De l'autre, on agite une menace militaire directe, massive et assumée. Cette double dynamique crée une tension permanente, presque instable, parce que chaque camp teste les limites de l'autre, sans jamais reculer vraiment. Et sur le terrain, ça se traduit par une accumulation de signaux inquiétants. Blocage maritime, échec diplomatique, menace militaire explicite. Pris séparément, chacun de ces éléments est déjà grave. Mais ensemble, ils dessinent un scénario beaucoup plus dangereux. Un scénario où l'erreur de calcul, le malentendu ou la provocation de trop peuvent suffire à tout faire basculer. Alors, une question centrale se pose. Pourquoi le Pakistan devient-il soudainement un acteur clé dans cette crise? À première vue, ça peut sembler surprenant. Mais en réalité, c'est un choix hautement stratégique. Le Pakistan occupe une position unique dans la région. C'est l'un des rares pays à entretenir des relations à la fois avec l'Iran et avec les États-Unis. Et surtout, contrairement à d'autres acteurs, Islamabad n'est pas directement engagé dans le conflit. Cela en fait un intermédiaire crédible, un canal discret mais essentiel dans une situation où la communication directe entre Washington et Téhéran est quasiment rompue. Et c'est précisément ça le point critique. Quand deux puissances ne se parlent plus directement, elles passent par des relais, des pays tiers capables de transmettre des messages, de tester des positions, voire de négocier dans l'ombre. Le Pakistan devient donc une sorte de pont diplomatique. Mais attention, ce n'est pas un pont stable. Parce que le Pakistan a ses propres intérêts. Il partage une frontière avec l'Iran, il doit gérer des équilibres internes fragiles et il entretient aussi des relations complexes avec d'autres puissances régionales. Autrement dit, Islamabad ne peut pas se permettre de prendre clairement parti. Son rôle est donc extrêmement délicat. Faciliter le dialogue sans s'exposer. Et du côté américain, ce choix en dit long. Envoyer une délégation au Pakistan, ce n'est pas juste contourner un blocage. C'est reconnaître que le dialogue direct avec l'Iran est aujourd'hui presque impossible. C'est aussi admettre que la crise est entrée dans une phase où chaque mot, chaque message doit passer par des filtres diplomatiques. Mais il y a un autre élément, plus inquiétant encore. Dans l'histoire récente, quand les grandes puissances commencent à multiplier les canaux indirects, c'est souvent le signe que la situation est proche du point de rupture. Parce que plus les échanges sont indirects,
plus ils sont sujets aux malentendus, aux interprétations, aux erreurs de calcul. Et dans un contexte aussi tendu, une simple mauvaise lecture peut avoir des conséquences majeures. En réalité, ce recours au Pakistan ressemble à une dernière tentative de garder un fil de communication ouvert, un fil fragile, un fil sous pression, et surtout, un fil qui pourrait céder à tout moment. Ce qui rend la situation encore plus difficile à lire et surtout plus dangereuse, c'est la stratégie adoptée par Washington. On est face à ce qu'on appelle une logique du chaud et froid. D'un côté, les États-Unis affichent une volonté de dialogue. L'envoi d'une délégation au Pakistan n'est pas anodin. C'est un signal diplomatique fort. La porte n'est pas totalement fermée. On laisse une issue possible, une négociation, un compromis. Mais en parallèle, le discours change de registre. Donald Trump ne parle plus simplement de sanctions économiques ou de pression politique. Il évoque des frappes directes, ciblées, capables de désorganiser complètement le fonctionnement du pays. Et cette juxtaposition n'est pas un hasard. C'est une méthode bien connue. Exercer une pression maximale tout en maintenant une option de sortie. En théorie, l'objectif est clair. Pousser l'adversaire à céder sans avoir à déclencher un conflit. Créer un rapport de force tellement déséquilibré que la négociation devient la seule issue acceptable. Mais en pratique, cette stratégie est extrêmement instable, parce qu'elle repose sur une hypothèse fragile, que l'autre camp va reculer. Or, du côté iranien, le calcul peut être totalement différent. Téhéran peut interpréter ces menaces non pas comme un levier de négociation, mais comme une agression imminente. Et dans ce cas, la logique change complètement. On ne cherche plus à négocier, on se prépare à résister. Et c'est là que le risque d'escalade devient réel. Parce que plus la pression augmente, plus chaque camp est tenté de montrer qu'il ne cède pas. Question de crédibilité, question de puissance, question de survie politique aussi. Résultat, chacun durcit sa position. Et dans ce type de configuration, il y a un phénomène très dangereux qui apparaît, l'engrenage. Un enchaînement de décisions où chaque action appelle une réaction plus forte. Une déclaration entraîne une réponse. Une réponse entraîne une démonstration de force. Et cette démonstration peut, à son tour, provoquer une escalade incontrôlée. Le problème, c'est que dans une stratégie du chaud et froid, la frontière entre pression et provocation devient floue. À quel moment une menace devient-elle une ligne rouge ? À quel moment une posture diplomatique bascule-t-elle en préparation réelle à la guerre ? Aujourd'hui, personne ne peut répondre clairement à ces questions, et c'est précisément ce flou qui rend la situation explosive, parce qu'il suffit d'un mauvais signal, d'une mauvaise interprétation ou d'une décision prise dans l'urgence pour que cette stratégie, censée éviter la guerre, devienne au contraire le déclencheur. On est peut-être en train de vivre un moment charnière. Un de ces instants où tout peut encore basculer dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Le détroit d'Ormuz reste sous tension, avec des flux maritimes perturbés et une pression directe sur l'économie mondiale. Le dossier nucléaire est dans une impasse totale. Les négociations ont échoué et aucun terrain d'entente clair ne se dessine. Et surtout, les discours ont changé de nature. On n'est plus dans la dissuasion classique. On est dans une confrontation verbale directe, assumée, où la menace militaire est clairement posée comme une option réelle. Dans ce contexte, l'envoi d'une délégation au Pakistan prend une dimension particulière. Ce n'est pas une simple mission diplomatique. C'est potentiellement la dernière tentative pour éviter une rupture totale. Une dernière fenêtre. Une dernière opportunité de rétablir un minimum de dialogue, de désamorcer la spirale actuelle, de gagner du temps. Mais il faut être lucide, cette fenêtre est étroite, parce que pendant que les diplomates se déplacent, la pression, elle, continue de monter sur tous les autres fronts, militaires, économiques, stratégiques. Et dans ce genre de situation, le facteur le plus dangereux, ce n'est pas forcément une décision volontaire, c'est l'erreur, une mauvaise interprétation. Un incident en mer, une provocation locale mal contrôlée, un message mal compris. Il suffit parfois d'un seul événement pour déclencher une réaction en chaîne. Et une fois que cette chaîne est lancée, elle devient très difficile à arrêter. C'est ça, le vrai danger aujourd'hui. Pas seulement une guerre décidée, mais une guerre déclenchée malgré tout. Alors, on est encore dans une phase diplomatique. Techniquement, oui,
Mais en réalité, on est surtout dans une zone grise. Un entre-deux instable où chaque jour qui passe peut rapprocher soit d'un accord, soit d'un point de non-retour. La question maintenant est simple. Est-ce que cette tentative de dialogue suffira à calmer le jeu, ou est-ce qu'on assiste en direct aux dernières étapes avant une escalade majeure? Parce que si cette dernière cartouche diplomatique échoue, la suite pourrait être beaucoup plus brutale.